RRF Chroniques africaines. Bonjour, alors on s'est donc plongé dans l'ensemble des articles et des rapports pour cette analyse, et ça brosse un portrait de l'Afrique en cette fin d'année 2025. Et honnêtement, ce qui frappe tout de suite, c'est un tableau très très dur. Un continent qui semble assailli de partout, quoi. Des coups d'État, des guerres, des crises humanitaires, climatiques, c'est assez vertigineux. C'est une impression très forte qui se dégage, oui, en effet. On a une accumulation de crises, on pourrait presque penser à une situation sans issue. C'est ça. Mais ce qui est tout aussi frappant, dans ces mêmes documents, c'est ce paradoxe sous-jacent, une sorte de tension permanente. Ah oui? D'un côté, ces défis qui sont colossaux, et de l'autre, une donnée démographique complètement folle. 70% de la population en Afrique subsaharienne a moins de 30 ans. C'est un réservoir d'énergie, de potentiel, c'est unique au monde. C'est exactement ça. L'idée aujourd'hui, c'est donc de plonger ensemble dans ce tableau très contrasté. On va essayer de comprendre comment ces différentes crises s'articulent, mais aussi où se cachent les signes de résilience, les lueurs d'espoir. On va naviguer un peu à travers tout ça. Tout à fait. L'approche thématique me semble la plus juste pour pas se perdre. On peut commencer par observer, disons, les grandes manœuvres géopolitiques et les conflits. Ensuite, il faudrait inévitablement se pencher sur leurs conséquences humaines, qui sont dramatiques. Et enfin, on regardera comment tout ça se traduit en termes de gouvernance, d'instabilité, tout en essayant de repérer les forces contraires qui émergent. Parfait. Alors allons-y. Commençons par la géopolitique. Il y a un événement qui a particulièrement retenu mon attention. C'est cette intervention américaine au Nigeria, le jour de Noël 2025. Des bombardements ordonnés par le président Trump. Et ce qui est fascinant, c'est la double lecture proposée. Oui, D'un côté, la Maison-Blanche qui parle de défense des chrétiens, un argument très fort pour sa base électorale. Et de l'autre, des analystes qui pointent plutôt vers des intérêts pétroliers, des affaires cachées. La question que je me pose, c'est est-ce que l'un est juste une excuse pour l'autre ou est-ce que les deux motifs peuvent coexister? c'est une excellente question et elle est vraiment au cœur du problème. Ce que ces analyses nous montrent, c'est un exemple presque parfait du manuel d'intervention du XXIe siècle. On a une justification publique, humanitaire, religieuse, qui est moralement difficile à contester, quoi. Bien sûr. Et qui masque, ou plus subtilement, qui s'entremêle avec des intérêts stratégiques, économiques, beaucoup moins avouables. Il ne s'agit pas forcément de choisir l'un contre l'autre, mais de comprendre qu'ils forment un tout. C'est une stratégie récurrente. D'accord. Qui permet de légitimer une action extérieure. Exactement, dont les motivations profondes sont bien plus complexes. Et qui a des conséquences immédiates sur le terrain, j'imagine. Mais un autre jeu d'alliance, tout aussi surprenant, se dessine dans la Corne de l'Afrique. Un des articles parle de surprise mondiale à propos de la reconnaissance du Somaliland par Israël. Ça a dû faire l'effet d'une bombe. Une bombe, absolument. Et les répliques n'ont pas tardé. Mogadiscio, qui considère toujours le Somaliland comme une région sécessionniste, a immédiatement protesté. Et ils n'ont pas été les seuls. Non, l'Union africaine et plusieurs pays de la Ligue arabe ont suivi. Mais le plus inquiétant, ce sont les répercussions sécuritaires. Un acte diplomatique, même symbolique, n'est jamais sans conséquence dans une région aussi volatile. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça a provoqué concrètement? Très concrètement, ça a offert un nouveau prétexte aux groupes extrémistes. Le groupe militant Al-Shabaab, qui est affilié à Al-Qaïda, a immédiatement publié un communiqué. Il menace de combattre toute utilisation israélienne du Somaliland. Ah oui, quand même. On voit ici comment une décision prise dans des bureaux à Jérusalem peut en quelques heures redéfinir les lignes de front et potentiellement embraser une région. C'est un jeu d'échecs où chaque pion déplacé peut déclencher une avalanche. Et pourtant, au milieu de ce chaos somalien, une note d'espoir incroyable. Un des documents relate l'organisation des toutes premières élections administratives à Mogadiscio, depuis 57 ans. C'est presque difficile à croire. Et c'est là toute la complexité du continent. Même dans les situations les plus désespérées, des processus démocratiques, aussi fragiles soient-ils, tentent de voir le jour. C'est un signal fort. C'est un signal. Bien sûr, ces élections se sont tenues sous une sécurité maximale, mais elles ont eu lieu. Mais il ne faut pas que ça nous aveugle sur la réalité d'autres conflits qui perdurent. Comme en République démocratique du Congo, par exemple. Exactement. En RDC, la guerre dans le Sud Kivu, c'est une région en proie aux violences de milices depuis des décennies. Elle ne connaît pas de trêve. Même pas pour Noël. Et au Nigeria? Une explosion dans une mosquée à Maïdougouri, au moins 7 morts. Et ce qui est terrible, c'est que l'attentat est attribué non pas à un groupe djihadiste, mais à une milice anti-djihadiste. C'est un cycle de violence et de représailles sans fin
Qui s'auto-alimentent, voilà. Et on oublie parfois que derrière ces titres, chaque acte de violence a des conséquences humaines dévastatrices. Les rapports qu'on a sous les yeux sont particulièrement brutaux sur ce point. Je pense notamment à ce chiffre de l'UNICEF pour la RDC. 35 000 cas de viol sur des mineurs en 2025. Le chiffre est tellement énorme qu'il en devient abstrait. C'est un chiffre qui donne le vertige. Et le rapport ne se contente pas de compter. Les mots utilisés sont tout aussi importants. Il parle d'une violence sexuelle endémique, systémique et en forte augmentation. Endémique et systémique. Ça veut dire que ce n'est pas juste la conséquence d'un conflit, c'est devenu une arme de guerre, un outil de destruction des communautés et une réalité sociale qui brise des générations entières. C'est une crise dans la crise. Une autre tragédie, plus silencieuse mais tout aussi terrible, se joue en mer. L'Organisation internationale pour les migrations dresse un bilan glaçant pour 2025 en Méditerranée centrale. Près de 1200 morts et disparus. Et on ne parle que de ceux qui ont été comptabilisés. Évidemment. Et à ce chiffre s'en ajoute un autre, tout aussi révoltant, celui des plus de 26 000 personnes, hommes, femmes, enfants, qui ont été interceptés en mer par les gardes-côtes libyens et renvoyés en Libye. Renvoyés vers des centres de détention dont on connaît les conditions. Inhumaines. Leur drame ne s'arrête pas. Il se transforme. La Méditerranée n'est pas la seule route mortelle. Il y a aussi cet article sur le naufrage au large du Sénégal, sur la route des Canaries. Au moins 12 morts. À chaque fois, ce sont des vies, des familles, des espoirs qui sombrent. Absolument. Et à côté de ces drames directement liés aux conflits et aux migrations, les sources évoquent d'autres tragédies, des accidents, mais qui révèlent en réalité des crises plus profondes, plus structurelles. Vous pensez à quoi, par exemple? Au crash de l'hélicoptère sur le Kilimandjaro ? Je pense à ça, oui. Et à ce que ça peut révéler sur les standards de sécurité ou la pression touristique. Mais je pense encore plus à une histoire comme celle du Botswana. Un article explique l'effondrement du marché mondial des diamants. Bon, on pourrait se dire que c'est un problème purement économique. Et alors ? Mais la conséquence directe, c'est une pénurie de médicaments dans les hôpitaux du pays. C'est une illustration brutale de la fragilité de ces économies basées sur une seule ressource. Exactement. C'est la démonstration que la souveraineté d'une nation est incroyablement précaire quand son système de santé dépend du cours international d'un produit de luxe. Les caprices des marchés à Anvers ou à Dubaï peuvent avoir des conséquences de vie ou de mort à Gaborone. C'est une dépendance redoutable. Et à cela s'ajoutent d'autres crises de fond, Bien sûr. comme la crise environnementale. Il y a ce rapport de l'ONU qui est cité et qui est terrifiant. L'intervention humaine a dégradé près de la moitié des terres agricoles du continent. C'est une bombe à retardement pour des millions de personnes. Les documents signalent la résurgence d'Ebola au Kasaï en RDC avec 16 décès. Toutes ces crises économiques, environnementales, sanitaires, ce sont des lames de fond. Elles sont moins spectaculaires qu'un coup d'État, mais leurs effets sont tout aussi dévastateurs et souvent plus durables. Ce qui m'amène à une question. Cette accumulation de crises, comment est-ce que ça pèse sur la stabilité politique des États? Les sources donnent plusieurs exemples d'une fin d'année 2025 très agitée. On a un coup d'État déjoué au Bénin, avec une intervention de la CEDEAO, un soutien français. À Madagascar, un putschiste qui s'autoproclame président. Et la Tunisie. Et puis, il y a ce portrait de la Tunisie titré « La Primavera Tradita », le printemps trahi. Il décrit un climat de répression de plus en plus lourd. On a l'impression d'une grande fragilité institutionnelle. C'est un tableau assez sombre de la gouvernance, c'est vrai. Ces événements montrent que les acquis démocratiques sont précaires et que la tentation autoritaire est forte, souvent exacerbée par les crises. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'au milieu de ce chaos politique, on trouve aussi des signes de dynamisme, de vitalité, qui vont à contre-courant. Et c'est là qu'on retrouve notre fameux paradoxe. J'allais justement y venir. Après la violence au Nigeria, j'ai été surpris de lire une histoire sur le retour de la production des chaussures Bata dans le pays. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est un symbole fort de résilience économique, non? C'est tout sauf anecdotique. C'est un signe de renaissance industrielle, de confiance dans l'économie locale. C'est un contrepoint essentiel. Il ne s'agit pas d'opposer une bonne nouvelle à 10 mauvaises. Il faut comprendre que ces deux réalités coexistent. La violence et l'esprit d'entreprise peuvent se côtoyer dans le même pays, parfois dans la même ville. C'est cette complexité qu'il faut saisir. Et il y a d'autres exemples dans les sources. Ce portrait de Manu Chandaria, cet industriel qui prône un capitalisme éthique, ou encore cette initiative de l'Afro Fashion Association à Milan, qui révèle les talents de la mode africaine au monde entier. Exactement. Ces histoires nous montrent une autre facette du continent, celle qui innove, qui crée, qui construit. Elles nous rappellent que l'Afrique n'est pas seulement un théâtre de crise, c'est aussi un laboratoire d'idées nouvelles.
Ignorer cette vitalité serait avoir une vision non seulement pessimiste, mais surtout incomplète. Alors, si on essaie de rassembler toutes les pièces de ce puzzle, on a une fin d'année 2025 qui est une véritable mosaïque. D'un côté, des manœuvres géopolitiques de grande ampleur, avec des puissances extérieures qui jouent leur propre partition. De l'autre, des crises humanitaires profondes, presque structurelles, comme les violences en RDC ou le drame des migrants. C'est une excellente synthèse, une mosaïque dont les morceaux sont parfois très sombres. Mais les sources nous interdisent de voir le continent comme un bloc monolithique de malheur. À côté de la guerre au sud Kivu, il y a des élections à Mogadiscio. À côté de la crise du diamant en Botswana, il y a des usines qui rouvrent au Nigeria. Et des créateurs qui brillent à Milan. Voilà. C'est cette tension permanente entre les défis immenses et une énergie créatrice tout aussi immense qui définit peut-être le mieux la situation. Ce qui nous ramène inévitablement à notre point de départ, Ève. Cette jeunesse, ce potentiel humain incroyable. Précisément. Et c'est peut-être la seule question qui vaille la peine d'être posée pour finir. On a commencé en évoquant ce chiffre vertigineux, 70% de la population subsaharienne à moins de 30 ans. Alors, la pensée que je voudrais laisser en suspens, c'est celle-ci. Face à tous ces défis systémiques que décrivent les documents, les conflits, la mauvaise gouvernance, les crises climatiques, l'ingérence, comment cette jeunesse peut-elle faire pour ne pas être seulement une statistique démographique, un potentiel abstrait? Comment peut-elle transformer cette énergie brute en une force politique, économique et sociale capable de construire un avenir radicalement différent de ce présent si complexe? C'est sans doute le plus grand enjeu pour le continent dans les décennies à venir. RRF Chroniques africaines.